attendre, nous abordons cet après-midi 3 tables rondes d'1 heure chacune avec une part d'échange avec la salle. Il n'y aura pas de pause. On va essayer de terminer dans les temps. C'est une gageure, mais on va le faire. Et donc, sans plus attendre, nous abordons la première table ronde, la table ronde intitulée « Les accompagnateurs de l'innovation sociale répondent-ils aux besoins des acteurs de terrain ?» Voilà déjà une question à laquelle qu'on a abordé ce matin, à laquelle on a essayé de répondre. Nous allons spécifiquement aborder le sujet et je passe tout de suite la parole à Madame Germain qui va se présenter et présenter les représentants de sa table ronde. Merci beaucoup. Avant de vous présenter Gwenaëlle Hervé, Didier Vrignot, Samia Sider et Olivier Coupry, je vais me présenter et d'abord vous dire que je suis très heureuse d'être ici, au moins pour 3 raisons. La première, c'est que en tant que déléguée générale de l'ADASI, j'ai eu la chance d'accompagner l'Union des bistrots mémoire en 2013 et que je suis très heureuse de voir que le chemin parcouru par l'Union aujourd'hui et de participer à ce colloque. La deuxième, c'est que de participer à un colloque d'innovation sociale dans les territoires, c'est pas neutre et c'est vraiment passionnant parce que à un moment où le commissariat général à l'égalité des territoires, ou la délégation interministérielle à l'ESS, où tout un tas de collectifs, d'acteurs, de fondations réfléchissent et pour développer une plateforme d'innovation qu'ils veulent appeler la plateforme d'innovation territoriale d'ailleurs, pour donner à voir tout ce qui se passe sur les territoires. On sait que l'innovation sociale, elle est avant tout locale, et ça, c'est quand même un élément très important. Puis last but not least, la troisième raison, c'est que c'est à Rennes, et je suis très contente d'être à Rennes. Voilà, mais ça, c'est très personnel. Alors, on devrait tenir, je rassure notre animateur en chef, les horaires, puisque j'ai malheureusement un train, je ne pourrai pas être parmi vous jusqu'à la fin de cette belle journée, mais on devrait tenir les horaires. Mais malgré tout, je me permets 2 petits mots, parce que je suis à la fois animatrice, mais un peu partie prenante, même vraiment partie prenante de l'accompagnement des innovations sociales, puisque la DASI est une structure d'intérêt général qui a 3 ans formels d'histoire, a été co-construite par 4 grands acteurs, le mouvement associatif, la VIS qui anime les dispositifs locaux d'accompagnement dont on va parler, le Rameau qui est un laboratoire de recherche appliquée, toute la profession du conseil, mais à 10 ans d'histoire, et 10 ans d'histoire d'accompagnement à la réflexion stratégique, des têtes de réseaux associatives, mais aussi des projets d'innovation sociale. Et dans ces projets, nous, ce qu'on remarque, effectivement, parce qu'on n'accompagne pas tous les projets, on accompagne plutôt les projets qui sont en phase de déploiement. On va accompagner les projets sur des sujets dont on a commencé à aborder ce matin, c'est-à-dire la question des modèles économiques de ces projets, comment est-ce qu'on trouve leur modèle, comment est-ce qu'ils rentrent dans des logiques d'hybridation des ressources, comment est-ce que se déploient à grande échelle. Mais ce dont on voit, c'est que les projets d'innovation, finalement, peu ou prou, ils suivent une sorte de processus, si vous voulez. Alors peut-être que les choses ne sont pas aussi structurées, en tout cas dans la tête des porteurs de projets, ce processus n'est pas forcément clair, mais on est toujours dans une logique où un projet, eh bien effectivement, c'est une idée d'abord, c'est un besoin qui est identifié sur le terrain, une bonne idée, c'est une bonne idée qui s'expérimente, c'est un projet qui va être en phase d'émergence ou en phase d'amorçage, et puis une fois qu'il a fait la preuve de son concept, une fois qu'il a démontré finalement qu'on l'a évalué, qu'il a démontré qu'il apportait une véritable réponse, mais il rentre dans une phase qui est une phase de développement, une phase parfois de déploiement à très grande échelle, pas toujours, tous les projets n'ont pas vocation à se déployer à très grande échelle, parfois ils n'ont qu'une raison d'être que profondément territoriale, mais à ces différents stades en tout cas, ce qu'on voit bien c'est que les porteurs de projets, ils ont chacun d'entre eux des besoins d'appui, des besoins d'accompagnement qui sont à la fois sur tout un tas de thématiques et sur des enjeux de nature très 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 différente. Et face à ces besoins, sur les territoires, il existe beaucoup d'accompagnateurs, il existe beaucoup de dispositifs, en tout cas il y a aujourd'hui des acteurs sur les territoires qui sont en capacité d'apporter leurs compétences, mais pas que, pour ces porteurs de projets. On va en voir trois grands acteurs. Ce ne sont pas les seuls, mais l'idée est bien de vous donner à voir que les parcours possibles d'accompagnement d'un porteur de projet. Et on le fait autour
d'une vraie porteuse de projet, si je puis dire. Elle est là, en chair et en os. Peut-être avant de donner la parole donc, à la Fondation Médéric Alzheimer, au DLA et aux passerelles et compétences, Samia Sider, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre projet, le projet d'innovation que vous portez au sein de l'Union des Bistrots Mémoire? Quel est-il? Expliquez-nous en quelques mots quel est ce projet. Alors je reviens pas sur le fonctionnement des bistrots mémoire qui a été présenté ce matin par Noémie. On est dans le prolongement d'une action du bistrot mémoire rennais, puisqu'aujourd'hui, on a, sur les différentes années, on a vu que les demandes évoluaient et les profils des personnes que nous pouvions accompagner évoluaient aussi. Donc, on est sur des demandes concrètes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a créé, que moi j'ai rejoint ce mouvement qui avait été créé par Irène et Isabelle sur le bistrot mémoire, et puis maintenant sur faire de Rennes la première ville accueillante pour les personnes vivant avec des difficultés cognitives. C'était pour répondre à ces problématiques de comment on va pouvoir continuer aujourd'hui à être acteur, à préserver nos habitudes de vie, à continuer à aller au restaurant, quand on est un proche en difficulté cognitive, etc. Donc c'était la demande, elle a évolué au sein du bistrot mémoire, si je ne me trompe pas, hein, je parle sous contrôle de Marie-Hélène qui pourra compléter, c'est que au tout début du bistrot mémoire, les demandes étaient essentiellement sur comment on s'y prend dans nos démarches administratives, tout ce qui est accueil de jour, etc. Aujourd'hui, ça, le territoire y répond plutôt bien parce qu'on a beaucoup plus d'informations, on arrive mieux à identifier avec les clics les dispositifs existants. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la vie quotidienne, la vie pratique et comment on peut continuer à être acteur en ayant la maladie et aussi en étant et à continuer en tant qu'aidant à ne plus être isolé socialement. Donc le projet DFC, Dementia Friendly Community, c'est cette ambition, en fait, c'est de sortir de cette problématique médico-sociale pour en faire une question citoyenne. C'est-à-dire que les difficultés cognitives, on s'est rendu compte qu'on était tous plus ou moins concernés directement ou indirectement. Et l'ambition de ce projet, on est sur les débuts, hein, on a commencé en février, on a eu un séminaire de lancement en juin pour fédérer justement toutes les parties prenantes de la ville de Rennes, tous les acteurs économiques, associatifs, sportifs, culturels et administratifs, pour nous rejoindre sur ce projet qui est en co-construction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un cahier des charges déjà bien ficelé, on a vraiment ce souci d'impliquer en amont tous les acteurs. On parlait d'implication tout à l'heure et je pense que c'est aussi un des enjeux, c'est de pouvoir fédérer dès le départ pour qu'on prenne le train en marche et qu'on puisse s'appuyer à différents moments les uns sur les autres. Parce qu'il y a énormément d'actions, on parle d'une mosaïque d'actions diverses parce qu'on va s'adresser aussi bien aux restaurateurs qu'aux transports de la ville, qu'aux commerçants, qu'aux professionnels aussi, on ne va pas les exclure, hein, on est vraiment ouvert à toutes les parties prenantes pour essayer de faire évoluer notre regard sur la maladie, nos pratiques, notre savoir-faire, notre savoir-être et notre discours plus largement. Alors ce projet, j'entends qu'il est en phase d'émergence, en fait, en quelque sorte, que vous êtes encore à un moment où vous l'inventez autour d'une vision que vous avez. Vous êtes encore en train de l'inventer, de le co-construire avec d'autres des parties prenantes du territoire. Quels sont aujourd'hui vos besoins pour avancer, pour développer votre projet? Alors, en phase d'émergence, oui et non. C'est-à-dire qu'il est tout jeune, mais il y a eu, j'ai passé cette étape-là, c'est depuis quelques années que c'est déjà en gestation. Et tout à l'heure, on parlait du temps politique, vous pourrez peut-être y revenir. Sur les 3-4 dernières années, il y a eu un temps politique justement pour présenter le projet auprès de la ville. Et puis ça a pu se faire puisque la ville était, on a vu avec Vera Briand, elle était impliquée justement sur cette problématique du vieillissement des Rennais. Donc il y a eu un petit cheminement comme ça pour réussir à se coordonner. Et donc on a acté le lancement du plan d'action. C'est le plan d'action qui est nouveau, puisque là on va pouvoir démarrer nos premières actions de sensibilisation dès octobre. C'est-à-dire qu'on va aller former sur des ateliers de sensibilisation des banquiers, des professionnels. On est vraiment là en phase d'action. C'est l'expérimentation terrain, voilà, en quelque sorte. Ça. Très bien. En phase d'expérimentation.
Est-ce que, et je m'adresse à, peut-être on va commencer avec la Fondation Médéric Alzheimer, Olivier Coupry. Alors, 2 questions. Peut-être la première, si vous pouviez nous présenter un petit peu la Fondation Médéric, qui existe maintenant quand même depuis 99, et nous dire comment la Fondation structure ses appuis au projet d'innovation, et puis peut-être se dire justement un projet que porte Samia, dont cette phase d'expérimentation, qu'est-ce que potentiellement la Fondation pourrait apporter à ce type de projet et comment elle se positionne dans ces différents appuis. Alors, déjà, merci de me donner la possibilité de participer à ces échanges. La Fondation et le Bistrot Mémoire, eh bien, c'est une histoire ancienne, puisque nous avons soutenu, en fait, dès 2004, la création du Bistrot Mémoire. Il y a eu différents événements, différentes phases de retrouvailles, d'accompagnement aussi, soit par l'obtention de prix, par la participation à des groupes de travail. Donc voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et puis, comme je vous disais, c'est une histoire qui date entre nos 2 organismes. Alors, au niveau de la Fondation, eh bien, nous avons plusieurs modalités de soutien au niveau des promoteurs, des acteurs de terrain. Je dirais que classiquement, déjà, nous avons un soutien financier en direction des acteurs de terrain, classiquement pour une fondation, selon des modalités, alors 2 modalités principales, à la fois des appels à prix qui en fait récompensent des initiatives innovantes, donc des initiatives réalisées, et puis des appels à projets qui sont lancés pour justement favoriser les initiatives innovantes, donc là pour des actions à réaliser. C'est des opérations qui sont faites structurées autour de thématiques et éventuellement en partenariat avec d'autres organismes en France ou alors au niveau européen. Depuis notre création, nous avons soutenu plus de 400 projets et distribué plus de 3 millions d'euros de subventions. Là, ça vous donne un peu une idée de cet aspect-là au niveau de la Fondation. Mais si vous voulez, dès la création de la Fondation, nous avions à cœur aussi de ne pas être uniquement un distributeur, un guichet, un distributeur d'argent, mais aussi de pouvoir accompagner les acteurs de terrain. Alors, c'est un accompagnement qui n'est pas une activité conseil, on n'est pas sur ce terrain-là. C'est plutôt un dialogue avec une dimension pédagogique, mais une dimension pédagogique à double sens, puisque certes nous soutenons, mais nous apprenons aussi beaucoup du dialogue avec les acteurs de terrain. Alors en quoi consiste cet accompagnement ? Eh bien, ça dépend un petit peu des acteurs de terrain que nous accompagnons, justement. Ça peut être une aide à la formalisation, une aide à l'explicitation du projet. Il nous arrive aussi finalement d'apporter une sorte de cadrage un peu pédagogique, notamment en amenant l'acteur de terrain, le promoteur, à s'interroger et à prendre d'emblée en question toute la dimension de l'effectivité du projet et de sa pérennisation. Et il est aussi important pour nous d'être en lien direct aussi avec les acteurs de terrain, puisque nous sommes basés, on parle là des territoires, on en est un peu loin de ce territoire, puisque nous sommes basés à Paris. Donc il y a aussi un enjeu de pouvoir rendre visite directement sur les différents territoires, sur les sites que nous soutenons, pour aussi rencontrer les acteurs de terrain dans leur contexte de travail, prendre plus conscience des enjeux qui sont les leurs, notamment des enjeux locaux, évidemment. Nous organisons aussi des groupes de travail, ce qui est aussi une façon de se faire rencontrer les différents acteurs. Et ce dialogue, ces visites, ces groupes de travail constituent une part importante de notre activité de veille, et une veille qui va nous permettre d'enrichir notre regard et de mieux comprendre les problématiques justement qui se posent pour chacun des promoteurs. Alors ça m'amène aussi à une autre forme de soutien qui est le nôtre. On
valorise aussi les actions soutenues en leur donnant de la visibilité. Et on partage aussi les connaissances acquises justement dans le cadre de ce dialogue, les connaissances, les enseignements qu'on tire des initiatives soutenues. Et cette diffusion, cette valorisation, ce partage des connaissances, eh bien, ça va se faire par des interventions dans des colloques, ça va se faire aussi au travers de publications, puisqu'on va publier et mettre de façon publique en ligne sur notre site des rapports d'études, des rapports de recherche, des guides repères. On a la lettre de l'Observatoire des dispositifs qui fait aussi des enquêtes nationales, thématiques. Donc tout ça est à disposition, bien entendu. Et je préciserai qu'au-delà de la simple restitution des initiatives soutenues, eh bien, dans ce genre de publication, on va s'efforcer de mettre en perspective, de problématiser, de donner des repères aussi et des éclairages internationaux. Et alors, un peu à la manière d'une économie circulaire, eh bien, tout cet enrichissement du regard va pouvoir être réinvesti dans la production de sujets qu'on espère innovants. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une dimension pédagogique à double sens, quoi. L'accompagnement des projets vous permet, vous aussi, de vous enrichir sur vos sujets. C'est ce que j'entends. Tout à fait. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, la Fondation, quand elle accompagne un projet et un projet d'innovation sociale, c'est un accompagnement qui est multiforme, qui est multifacette, avec un soutien financier, mais pas que. Et que finalement, c'est un kaléidoscope d'appui, de mise en réseau, de valorisation que vous apportez à ce type de projet. Est-ce que vous en voyez des limites aujourd'hui particulières ? Oui, alors tout à fait. Malgré toutes ces formes de soutien, eh bien, on voit bien qu'il y a des difficultés sur le terrain, des difficultés nouvelles ou certaines qui perdurent. Alors, par exemple, passer du projet à sa mise en œuvre, c'est souvent un parcours d'obstacles, on en a bien conscience. Mesurer l'impact aussi d'un projet, d'une initiative, mesurer ses effets. Autre difficulté, ça a déjà été évoqué ce matin, la question de la pérennisation. Là, c'est évidemment une question qui revient, la question aussi de l'essaimage, de la diffusion d'une action. Donc ça, c'est des points dont nous avons conscience et que nous essayons de prendre en considération. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que sur ces points-là, des questions de modèle économique ou autres, il y a d'autres acteurs d'accompagnement qui peuvent agir. Et peut-être on peut présenter tout de suite ce qu'est le dispositif local d'accompagnement. Est-ce qu'on a un petit film normalement qui devrait pouvoir partir pour vous présenter la vise et ce que sont les dispositifs locaux d'accompagnement qui nous permettraient d'introduire Gwenaëlle Hervé. Parfait, merci. Partout en France, il existe des structures qui concilient activité économique et utilité sociale. Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Elles représentent aujourd'hui 10% de l'emploi en France. Ce sont par exemple des associations, des structures d'insertion par l'activité économique ou encore des coopératives à finalité sociale. C'est pour soutenir leur développement que l'État, la Caisse des dépôts, avec le soutien du Fonds social européen, ont créé en 2002 le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Le DLA accompagne ces structures et les aide à créer et développer des emplois. Qu'elles aient besoin de faire évoluer leur modèle économique et leurs projets, de mieux gérer leurs ressources humaines, de diversifier leurs partenariats ou encore de développer des outils de gestion ou de communication, le DLA construit avec elles des solutions pour répondre à leurs problématiques. Mais concrètement, comment ça marche ? Prenons l'exemple d'une association qui embauche des personnes éloignées de l'emploi et qui souhaite développer une activité de menuiserie en plus de ses activités d'entretien d'espaces verts et de voirie. Nous avons contacté l'organisme en charge d'animer le dispositif sur notre territoire qui s'est d'abord assuré que nous pouvions bénéficier du DLA. Avec la chargée de mission, nous avons réalisé un diagnostic afin de mettre en lumière nos problématiques et pistes d'amélioration. Elle nous a alors proposé un plan d'accompagnement que nous avons validé. Les informations sont restées confidentielles. Ensemble, nous avons choisi un intervenant spécialisé qui est venu quelques jours chez nous. Il a réalisé une étude d'opportunité pour développer une nouvelle activité et guider les membres de notre structure dans la stratégie à adopter.
Cet accompagnement nous a permis de revoir notre modèle économique, de diversifier notre activité et de créer un nouvel emploi. Dans le cas de cette association, les coûts de l'accompagnement ont été entièrement pris en charge par le DLA. La chargée de mission DLA est ensuite revenue voir l'association pour évaluer l'accompagnement et suivre sa mise en œuvre. Si plusieurs structures sont concernées par la même problématique, elles peuvent être accompagnées collectivement. Le dispositif local d'accompagnement est présent partout en France. Il existe au niveau régional et départemental, à travers des organismes locaux qui accueillent et accompagnent une grande diversité de structures. Chaque année, ce sont près de 7000 structures qui sont accompagnées sur des problématiques très diverses. Pour tout savoir sur le DLA et trouver les coordonnées sur votre territoire, rendez-vous sur le site www.info-dla.fr. Alors voilà, je pense que maintenant on a une bonne vision. En tout cas, ça donne une bonne introduction de qu'est-ce que c'est que ce DLA, ce dispositif local d'accompagnement. Gwenaëlle Hervé, vous qui êtes chargée de mission au sein du DLA Bretagne. C'est bien DLA Bretagne, oui, je dis DLA Réseau Solidaire, puisque c'est un dispositif qui est porté par des structures différentes en fonction de chaque département. Est-ce que on comprend bien que les DLA dans la France entière, ça accompagne près de 7000 structures, très majoritairement, moi j'entends des structures associatives. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du DLA Bretagne, et puis peut-être le rôle que peut jouer plus particulièrement les DLA sur des projets d'innovation aujourd'hui sur le territoire? Donc Gwenaëlle Hervé, moi je suis rattaché à la structure Réseau Solidaire et je m'occupe du DLA à l'échelle du territoire Pays de Rennes. Alors peut-être en introduction, parce qu'on parle d'innovation, le DLA a été créé en 2002 et ça a été créé en fait suite à l'arrêt du dispositif d'aide à l'emploi qui était les emplois jeunes. Et devant le constat que beaucoup d'associations se retrouvaient face à des difficultés et n'arrivaient pas à conserver leurs salariés qui avaient bénéficié d'aide à l'emploi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un caractère innovant et la recherche de solutions pour essayer de répondre à cette problématique des structures qui n'arrivaient pas à pérenniser leurs emplois. Donc peut-être qu'aujourd'hui, avec la nouvelles annonces, on peut aussi être dans l'innovation pour contribuer à créer un nouveau modèle de société, comme on disait ce matin. Donc la philosophie du dispositif est restée un peu la même depuis les années 2002, c'est-à-dire une aide à la consolidation d'emplois, sachant que l'emploi n'est qu'un moyen au service du projet. Donc ce qui va vraiment nous intéresser dans l'accompagnement, c'est le projet, comment la structure réussit à consolider son activité pour derrière pérenniser ses emplois. Donc on est d'abord un accompagnement destiné à la consolidation de l'activité, donc plutôt des structures qui existent déjà depuis plus d'1 an en termes de critères. Et peut-être pour une chose vraiment importante, parce que quel besoin, par exemple, on pourrait avoir par rapport au projet, toujours avoir une vigilance de ne pas répondre à des besoins qui sont pas exprimés, parce qu'on peut toujours toujours savoir pour l'autre c'est quoi ses besoins. Donc une phase très importante dans le DLA, qui fait un peu sa marque de fabrique, c'est la phase de diagnostic, donc qui se passe au travers d'une rencontre avec la structure, du chargé de mission avec la structure, qui permet de poser un état des lieux, une photo du fonctionnement, et qui permet de se projeter avec la structure sur un plan d'accompagnement dans lequel il peut y avoir de l'ingénierie DLA, mais comme le DLA n'a pas aussi pour ambition de remplacer ce qui existe sur le territoire, dans le plan d'accompagnement, on pourrait réaiguiller peut-être une structure vers
vers un réseau associatif, vers une structure de formation, vers de la formation, vers un OPCA qui a aussi des offres d'accompagnement. Et donc un point important dans ce diagnostic, c'est qu'il est partagé. Donc la structure valide le document, l'état des lieux. Et donc cette notion de diagnostic, c'est déjà ce qu'on appelle nous l'effet miroir. C'est-à-dire que dans le diagnostic, on ne va retrouver a priori que ce que la structure exprime comme besoin, mais de le voir écrit, en général, ça a un effet boostant, et l'accompagnement commence déjà dès cette phase-là, parce qu'il peut y avoir une prise de conscience de qui on est, comment on fonctionne, parce qu'évidemment, on regarde un peu tous les aspects, et des choses qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. Donc dans ce qu'a exprimé Samia, là, il y a des choses dont elle n'a pas besoin a priori, parce qu'elle a déjà résolu, qu'on traite peut-être à, je sais pas, moi je dirais plus de 60% des cas d'accompagnement, va toucher le projet associatif ou d'aider à reclarifier l'ambition. L'ambition, parce que souvent on pense tout de suite qu'on a des problèmes techniques, ou on a des problèmes techniques où on sait pas, on a des problèmes pour communiquer sur notre projet, mais c'est souvent pas tant un problème de communication, c'est souvent un problème de définition et de partage de l'ambition au sein de la structure. Donc le fait d'avoir un intervenant extérieur aide à faire formuler une ambition et à la faire partager au sein de la structure. Et une composante importante de l'accompagnement, c'est la notion de co-construction. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus important dans un accompagnement à clarifier, par exemple, un projet associatif, c'est pas tant le projet lui-même, c'est important le projet qu'il existe à la fin des 5 jours d'accompagnement, quand on est sur 5 jours d'accompagnement individuel, mais le plus important, c'est souvent le chemin pour arriver à ce projet, et le chemin, ça passe par des temps d'échange, des temps de partage avec tous les acteurs, parties prenantes internes de la structure, que ce soit des salariés, des bénévoles, des administrateurs. Et après, ce qui se décline, une fois qu'on a clarifié notre ambition, c'est comment on y va, et quel plan d'action on se donne pour y arriver, et comment on y va. Très bien, donc moi j'entends qu'aux côtés d'acteurs qui sont à la fois financeurs, qui sont dans un dialogue, qui sont dans la mise en réseau, il y a aussi aux côtés de projets d'innovation, alors là qui existent quand même déjà depuis un an, parce que les DLA, ça s'adresse finalement à des structures qui sont un petit peu installées, pas forcément depuis 10 ans, mais au moins qui ont 1 an d'existence et un salarié. Il y a une capacité à les orienter, ça c'est quasiment toutes, d'ailleurs c'est toutes les structures, mais il y a une capacité finalement à leur apporter vraiment des solutions de conseil, d'abord dans un diagnostic porté par le DLA, mais aussi dans le financement de missions qui sont liées à leurs problématiques, qui sont des missions, j'entends, donc sur la redéfinition de leur projet. On voit aussi des missions sur modèle économique, c'est des choses que vous voyez aujourd'hui, les missions sur modèle économique et projet d'innovation. C'est souvent au cœur du sujet, même le problème économique est souvent l'élément déclencheur principal. C'est une structure qui vient nous interpeller et qui a un problème financier. Derrière une crise économique, il se cache très souvent une crise de projet, ça peut être aussi une crise de gouvernance, et où ça peut être des structures qui ont été très innovantes, et qui se sont un peu endormis sur leur laurier, qui n'innovent plus, et du coup se trouvent dépassés par rapport à un environnement qui a bougé, et ne se sont pas rendus compte que l'environnement bougeait plus vite que leur projet. Donc je sais pas, sur Rennes par exemple, on a des structures qu'on a accompagnées, comme Covoiturage Plus, qui traite du covoiturage. Et le Covoiturage Plus existe bien avant que Blablacar existe. Et pourtant, Covoiturage Plus, donc, il continue à
à vivre, donc, parce qu'ils ont reclarifié leur stratégie en l'adaptant, en créant des liens avec les entreprises. Aujourd'hui, ils sont d'une stratégie de changement d'échelle aussi, à essayer de travailler au niveau de la Bretagne, ou des structures comme Rennes Hébergement, qui faisait du logement temporaire pour des jeunes en alternance, donc qui avaient beaucoup de difficultés à trouver un logement sur les temps d'alternance. Donc Rennes Hébergement faisait de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Et Rennes Hébergement a été créé à peu près en même temps Covoiturage Plus et a existé bien avant Airbnb. Par contre, Rennes Hébergement a interpellé le DLA un peu trop tard et ils ont pas pris le virage du numérique. Et donc, et aujourd'hui, Rennes Hébergement est passé en liquidation judiciaire il y a quelques mois. Là. Donc ça fait partie des structures qui n'ont pas interpellé le DLA assez tôt. Enfin, qui ne se sont pas fait accompagner assez tôt. Alors, je ne sais pas si l'accompagnement répond à toutes les questions. Est-ce qu'on peut, donc, après le DLA, qui est un dispositif public, la fondation, c'est une fondation RUP, je crois d'ailleurs, Médéric Alzheimer, reconnue d'utilité publique, voilà. Une association qui fait aussi de l'accompagnement, mais une autre forme d'accompagnement, et Didier Vrignot, qui est responsable d'Antenne Rennes, de Passerelles et Compétences. Expliquez-nous ce que met à disposition Passerelles et Compétences auprès des projets de solidarité, des projets d'innovation sociale, des associations. Alors, Passerelles et Compétences, bon, bien sûr, c'est une association. Je viens de voir qu'elle a été créée la même année que le DLA, puisqu'on a été créé en 2002. On va fêter nos 15 ans au mois d'octobre. Ça, c'est peut-être pour la petite histoire. L'association a été créée, bien sûr, sur Paris, d'abord. Et elle s'est étendue à une grande partie de la France, puisque maintenant, on a 21 antennes au niveau de la France, dont une à Rennes qui couvre, je dirais, la Bretagne. Mais principalement quand même l'île-et-Vilaine, puisque les moyens de transport sont quand même limitatifs en termes de disponibilité, sachant que notre objectif premier est de favoriser le bénévolat. Alors vous allez me dire en quoi je favorise le bénévolat plus que les autres structures. Alors nous, on est parti d'un constat simple, c'est qu'on a voulu développer le bénévolat par la porte d'entrée de la compétence. Donc un certain nombre de personnes ont des compétences et souhaitent, par ce biais de ces compétences, faire du bénévolat. Et dans notre ADN, nous, c'est essentiellement au profit d'associations de solidarité. Donc, ce n'est pas tout à fait le même objectif, bien sûr, que le DLA, où l'objectif est l'emploi, la création et tout ça. Nous, on est plutôt dans la partie solidarité. D'ailleurs, une campagne sur les réseaux sociaux va démarrer la semaine prochaine. Et le titre, si vous le voyez passer sur Facebook ou les autres réseaux, vous verrez, le titre, ça sera « Facilitateur de solidarité ». Donc, à ce moment-là, on a deux partenaires, je dirais. Donc, on a des passerelles et des compétences ou des bénévoles qui ont des compétences. D'où le nom Passerelles et Compétences. J'avoue que c'est un petit peu long, c'est pas facile, notamment quand on tape l'adresse mail ou l'adresse du site. Mais l'objectif, c'est de partir avec les passerelles, qui sont donc des bénévoles qui veulent faire fonctionner l'association au niveau local, de partir des besoins d'une association, de faire exprimer leurs besoins pour arriver à une annonce pour qu'on puisse trouver un bénévole qui a la compétence requise. Mais à la différence d'autres associations, notre objectif, ce n'est pas de donner des bénévoles permanents à l'association, c'est vraiment de donner de manière très ponctuelle, pour une mission très ponctuelle, bien définie, de donner une compétence dans un domaine assez large, puisqu'on peut couvrir, je ne sais pas moi, la communication, la comptabilité, le secrétariat, les sites internet, les réseaux sociaux et Fundraiser, enfin bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Sachant que la mission doit être ponctuelle, ça je vous l'ai dit, mais elle peut être et elle doit être compatible avec une activité salariée. Donc,
on est aussi parti du principe que même lorsqu'on n'est pas en retraite, qui aujourd'hui est mon cas, et c'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on est en retraite d'avoir du temps à consacrer pour faire du bénévolat, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont une activité et qui peuvent 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour ou par semaine consacrer à une association qui a un besoin ponctuel, et je dis bien une association de solidarité, qui a un besoin ponctuel de consacrer du temps pour... dans le cadre d'une mission définie avec l'association, bien entendu, d'essayer de lui donner les points de compétence qu'elle n'a pas forcément. Donc, je dirais, sur la France aujourd'hui, en bout de 15 ans d'expérience, c'est à peu près 6000 bénévoles inscrits, 350 passerelles. Donc les passerelles qui s'impliquent dans le fonctionnement, 350 passerelles. Sur Rennes, c'est 15 passerelles et à peu près 200 bénévoles inscrits dans notre base de données. Sachant que la mission classique, qui est une mission, ce qu'on appelle PC mission, passerelle compétences mission, c'est donc on part d'une demande d'une association. Et on essaie de définir, bien sûr, avec elle son besoin ou sa difficulté ou sa problématique. Et là, je rejoins tout à fait la présentation précédente, et qu'il faut bien sûr, des fois, on nous appelle pour un problème de comptabilité. Bien sûr, je suis assez sensible à ce point-là. Et en fait, ce n'était pas du tout un problème de comptabilité. On a terminé par un problème de direction générale, le directeur qui n'assumait pas sans doute complètement son rôle. Donc, en fait, on n'a pas fait la mission de comptabilité, mais ils ont bien sûr réfléchi et amélioré leur gouvernance et sans doute donné un peu de formation à leur directeur. Donc, vous voyez, il y a cette phase quand même diagnostique pour arriver à l'annonce. Et l'annonce, après, elle est diffusée à notre base de données de bénévoles inscrits. Mais quand on n'a pas la compétence vraiment idoine par rapport à la demande de l'association, éventuellement, on peut ouvrir cette recherche sur les réseaux sociaux, et principalement LinkedIn aujourd'hui, mais on n'exclut pas les autres vidéos. Je ne fais pas de la communication pour LinkedIn en particulier, surtout depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Voilà, rapidement, Parfait, rapidement dit. Merci beaucoup. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, chacun vous donnez à voir des formes, des possibilités d'accompagnement multiples, très très variées autour d'un projet. Ce que j'entends aussi, vous avez dit, c'est ce que vous venez de dire, c'est que finalement, ce qui est compliqué quand on vient nous voir avec un besoin d'accompagnement, c'est que parfois, le porteur de projet, il a un besoin qu'il émet, mais que c'est pas si simple de qualifier, de bien comprendre quel est le besoin derrière le besoin. Et peut-être, Samia, je me retourne vers vous, il y a cette question de bien identifier ses besoins d'accompagnement. Est-ce que c'est une question qui vous paraît très simple aujourd'hui, où vous dites effectivement, finalement, quand j'y réfléchis, c'est pas si simple de savoir quel est mon besoin? Des besoins, on en a plein, et en effet, tout est corrélé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un besoin qui en cache un autre, comme vous dites. Oui, il y a tout un travail de diagnostic, tout un travail de collaboration et d'échange qu'on doit avoir en amont aussi avec les gouvernances et puis les salariés et les bénévoles. Donc un travail de coordination pour bien poser le cadre et agir en conséquence. Donc ça demande du temps, ça demande aussi d'avoir les compétences et les qualifications pour pouvoir animer aussi ces réunions, coordonner et synchroniser ces temps-là. Après, moi, j'avais une question justement sur je profite du coup de ces journées de remercier l'Union parce que je découvre ces dispositifs et je vois vraiment les ressources potentielles qu'on a au niveau local, donc c'est une bonne chose pour nous. Sur le délai de réponse, parce que là, sur la compétence idoine dont vous parliez, il n'y a pas de certitude entre le moment où on fait une demande d'avoir une réponse. Combien de temps ça peut prendre quand on a... Alors après, ça dépend, bien sûr, ça dépend de la difficulté, ça dépend de la compétence qu'on a à mettre en face, mais je dirais,
Une compétence simple, j'ai un problème d'ordinateur dans une petite association, je suis tout seul, je suis le président, j'ai pas de moyens, mon ordinateur ne marche pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, là, franchement, le lendemain matin, il peut avoir quelqu'un qui vient, enfin, le lendemain matin, il ne faut pas exagérer parce qu'il faut quand même respecter le process, mais très, très, très rapidement, on peut avoir quelqu'un. Lorsqu'il s'agit d'une association, alors je pense à une mission qui nous avait été demandée par un groupe d'associations de tourisme social, enfin solidaire en Bretagne, et sur lesquelles une question assez pointue sur le problème de la TVA. Qu'est-ce qui se passera sur la TVA lorsque on aura créé cette structure? Là, on ne trouve pas le bénévole immédiatement. Bon, il se trouve que, compte tenu de mon métier, j'avais un certain nombre de relations qui m'a permis de trouver très rapidement aussi le bénévole. Mais vous voyez, en fonction de la difficulté quand même de la compétence recherchée, ça peut être plus ou moins long. Hein. Peut-être Olivier Guénalet, vous pouvez répondre sur les délais, parce que finalement, on vous saisit régulièrement. Je crois pouvoir dire qu'on a un dispositif réactif. En tout cas, moi, entre le moment où je rencontre la structure et le moment où la première réunion avec le prestataire extérieur, quand tout coule bien et que les choses sont acceptées aussi en termes d'accompagnement de part et d'autre, moi c'est à peu près 2 mois. Donc dans le 2 mois, il y a la phase de rédaction la rencontre, la rédaction du diagnostic, la validation du diagnostic avec la structure. Donc, certains mettent plusieurs mois à valider le diagnostic, donc après c'est leur problème, mais quand ça réagit bien, et après on a le cahier des charges, l'interpellation d'un prestataire qui fait une proposition et on partage la proposition avec la structure, donc 2 mois c'est vraiment rapide. Et un accompagnement, c'est souvent entre, moi je disais 3 et 6 mois, mais dans l'étude qu'on a fait sur les dernières structures accompagnées, c'est plutôt entre 6 mois et 1 an la durée d'accompagnement individuel. Parce que l'accompagnement, on est dans une logique d'aide au changement. Le changement, ça demande souvent du temps. Et l'accompagnement, c'est pas simplement les temps de rencontre avec le prestataire, c'est aussi les temps entre chaque réunion où la réflexion, où le mouvement continue à se faire. Olivier, pour la Fondation. Oui. Alors, nous, au niveau du délai de réponse, c'est un peu différent parce que comme on a une entrée thématique, et là, ça rejoint justement la question des limites peut-être de notre institution aussi par rapport aux demandes de réactivité des acteurs de terrain. Comme on a ces entrées thématiques, forcément, non seulement on a un délai de réponse, le temps de traiter les dossiers, donc ça peut en général mettre 2 à 3 mois, mais déjà il faut rentrer dans les attentes de la thématique. Donc forcément on a moins cette souplesse, mais après ce qui est intéressant avec ce genre de journée et d'échange, bien on sent ces attentes qu'on connaît mais qu'on réentend, on est réinterpellé, il y a une énergie sur le terrain, et peut-être que nos fonctionnements en tant qu'institution, en tant que fondation, sont pas toujours en adéquation, et du coup c'est sûr que c'est bousculant, les discussions de ce matin notamment avec les enjeux qui sont pointés, et il y a pour nous en tant que fondation aussi la nécessité, je pense, de se laisser aussi bousculer. Et donc les questions de délai sont typiquement un point de vigilance qu'on doit avoir, surtout qu'en plus, au-delà du délai, il y a les entrées thématiques. Alors, Samia a ouvert le feu des questions. Je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, je m'inclus dedans, étant aussi une brique d'accompagnement. Je vous laisse la parole. Aussi. Je voulais dire, bien qu'étant déjà une ancienne dans le domaine de l'action sociale, j'avoue que je n'ai découvert un certain nombre de dispositifs, largement pas tous, de dispositifs d'accompagnement que récemment. Et donc, maintenant, même le DLA, j'avoue que c'est relativement... il y a à peine quelques mois que j'en connais l'existence. Bon, peut-être que je n'avais pas besoin avant, je ne sais pas. Mais enfin, je me mets dans la position de quelqu'un qui vraiment est en train de démarrer. En plus, on parle des incubateurs, ce matin, on a abordé un certain nombre d'autres dispositifs. Donc, où est-ce qu'on trouve l'annuaire de ces différentes prestations pour choisir, à un moment ou un autre, l'accompagnateur le plus adapté? Je me permets une tentative de réponse.
C'est la question clé. C'est une des questions. Il y a deux questions majeures dans l'accompagnement. La première, c'est effectivement comment, dans cet écosystème extrêmement foisonnant des acteurs d'accompagnement, que nous sommes tous, qui apportons tous des briques un peu différentes, c'est-à-dire que nous ne faisons pas la même chose, et c'est déjà très compliqué de comprendre qui fait quoi. C'est aussi très compliqué de comprendre sur un territoire tous les acteurs, et il y en a beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les projets d'innovation en fait, peuvent être largement accompagnés sur les territoires. Il existe multitude de solutions. Après, la question de où trouver, où trouver cette cartographie, cet annuaire, c'est un vaste sujet qui est aujourd'hui pris en charge, en tout cas pour partie via l'AVIS, qui pilote les dispositifs locaux d'accompagnement sur lesquels vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Mais c'est aussi un sujet qu'on a pris en charge au niveau national, sur lequel travaille beaucoup la DASI, qui est de comment faire en sorte de... Parce qu'il ne s'agit pas... Le problème, c'est pas que la question de l'annuaire. C'est-à-dire que si on mettait à disposition un annuaire, la réalité, c'est qu'il existe déjà l'annuaire. Vous allez sur le site de l'AVIS, il existe déjà l'annuaire. La question, c'est comment vous êtes accompagné pour trouver la bonne solution aussi. C'est ce que disait aussi Gwenaëlle. Je pense que c'est ce que fait Passerelle et Compétences. C'est ce que chaque acteur d'accompagnement, il essaye de bien comprendre quel est le besoin. Et il essaye, finalement, sa première action, et je pense qu'on la partage tous, c'est d'orienter. On est là dans une orientation. Et donc là, il y a une vraie difficulté, c'est aussi d'essayer de donner à voir plus largement des cartographies d'accompagnement, sachant que derrière l'accompagnement, vous l'avez vu, il y a des réalités très différentes. Il y a des missions de conseil. Ce n'est pas du tout de la même nature que de la mise en réseau. Ce n'est pas du tout de la même nature que d'apporter du bénévolat de compétences. Aucun n'est plus pertinent que l'autre, tout est pertinent et tout sert, mais à des moments sans doute différents. Sans doute que dans un projet d'innovation qui est plutôt en phase d'émergence, il va aller chercher un certain type d'accompagnement spécifique sur la structuration de son projet. On voit bien au moment où il est dans les phases de déploiement, il va avoir des questions sur quel est mon modèle économique, quelle est ma stratégie de changement d'échelle, qui sont un autre type de compétences avec lesquelles on peut aussi imaginer travailler avec Passerelle et Compétences. Il y a un autre grand dispositif dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle La France s'engage, qui devient en ce moment une fondation, qui devient la fondation présidentielle, qui est anciennement le chantier présidentiel. Et dans le cadre de ce chantier, on a eu la chance d'être un pool de partenaires accompagnateurs. Et notre sujet, ça a été comment on crée des parcours d'accompagnement. Parce que comme on sait que nous sommes que des briques, ayons l'humilité de voir que nous pouvons apporter que des petites... D'abord, que nous n'avons pas réponse à tous les sujets. Je pense à la question des modèles socio-économiques. Nous n'avons pas aujourd'hui, même après 10 ans de travail, toutes les réponses. Hein. Elles restent clairement inventées. Mais comment on aide les dirigeants, les porteurs de projets, à être dans des parcours d'accompagnement qui font sens pour eux. Donc c'est une question... j'en pense aujourd'hui, sur lequel on n'a jamais été aussi mûrs, collectivement, acteurs d'accompagnement, pour travailler main dans la main. Et c'est pas complètement facile de travailler main dans la main, hein, c'est pas si simple que ça, de s'articuler, mais on le fait. Et c'est aujourd'hui un des vrais sujets, je pense, pour nous, de devenir des vrais partenaires accompagnateurs et surtout de proposer des parcours d'accompagnement et finalement d'essayer d'éclairer les dirigeants dans leurs projets. Mais c'est un sujet très important. Peut-être que Gwenaëlle. Oui, en tout cas, à mon échelle, on essaie de travailler en partenariat. Bon, on s'était déjà rencontré avec Passerelle et Compétences. J'ai un accompagnement en ce moment d'une structure où on va faire une articulation avec le dispositif d'accompagnement de l'UNIFAF qui est un accompagnement aussi sur la RH. Mais c'est vrai que ça reste quand même toujours très compliqué parce que cette année encore, j'ai pris une personne en stage sur ce sujet d'articulation des acteurs de l'accompagnement. Et aujourd'hui, il faut voir que c'est quand même très souvent aux acteurs d'aller à chaque guichet pour voir ce qu'il en est, parce qu'en général, une personne derrière un guichet n'est pas capable de dire ce que font les autres guichets. Donc il n'y a pas d'autre solution que de faire le tour des guichets. C'est que nous avons été très très bons. Ouais, peut-être sur les besoins... c'est pas tant souvent un problème de déterminer le vrai besoin, parce que nous on a la phase de diagnostic qui sert à ça justement,
Et très souvent, ce qui va bloquer, c'est un peu comme les personnes, parce que pour moi, les organisations, c'est un peu comme les organismes vivants. Il y en a qui auraient besoin d'accompagnement, mais qui ne sont pas mûrs pour se faire accompagner, parce qu'ils ont du mal à rentrer dans une logique d'ouverture, parce que quand on est accompagné, c'est-à-dire qu'on s'ouvre au regard de l'autre, et on reconnaît ses fragilités, et on accepte de marcher sur un chemin avec quelqu'un qui va nous aider. Et le frein qu'on peut avoir, et qui souvent certaines structures, on ne va pas dépasser la phase diagnostique, c'est plus un problème de maturité dans la capacité à accepter l'intervention extérieure et l'œil extérieur. C'est bon, ça fonctionne. Oui. Dans l'accompagnement dont on peut bénéficier, dont les structures porteuses et les associations initiatrices peuvent avoir besoin, c'est également, vous l'avez un petit peu exprimé, c'est cette coordination, cet adressage qu'on peut qualifier d'assistance à la maîtrise d'œuvre ou à la maîtrise d'ouvrage, à l'instar de ce qu'on retrouve dans les démarches projets architecturales, par exemple, mais d'une façon plus large dans la vie de toute institution. Et effectivement, ça me paraît très important de pouvoir qu'il y ait une structure coordinatrice et qui puisse faire le lien sur un partenaire qui va aider à la réflexion sur le modèle économique, une structure qui va pouvoir accompagner à la définition de la gouvernance politique, la gouvernance opérationnelle. Là, il y a des sujets très importants pour passer la phase de l'innovation et aller vers la pérennisation du dispositif qui est mis en place. Oui, c'est clairement un grand sujet pour accompagner dans les changements d'échelle. C'est comment on monte des solutions d'accompagnement qui, justement, articulent ces différentes briques, différentes compétences. Avec un autre sujet qui est en filigrane, c'est vrai que la question, on a parlé du modèle économique, du changement d'échelle d'un projet, comment on le consolidait, mais pour les partenaires accompagnateurs, il y a aujourd'hui un dispositif public qui existe, mais pour ces projets d'innovation qui ont besoin de solutions d'accompagnement assez complexes, il y a aussi une question de modèle économique du financement de l'accompagnement, qui est un autre sujet. C'est-à-dire que non seulement il y a des questions d'acteurs, mais aussi comment est-ce qu'on le finance, parce qu'il y a des dispositifs sur lesquels qui sont, on va dire, il y a quand même quelques deniers publics, puis il y en a d'autres, sur la logique d'engagement, et il y en a d'autres qui nécessitent des financements. Et donc aujourd'hui, il y a toutes des questions qu'on a sur l'accompagnement des projets d'innovation sociale. Aujourd'hui, on commence à bien, je dirais, apporter des réponses pour les projets d'innovation sociale qui sont en émergence ou en amorçage. Beaucoup d'incubateurs apportent des réponses. Par contre, pour les projets d'innovation qui auraient besoin de multitudes, je dirais, de compétences et d'un parcours un peu compliqué, non pas que ce soit forcément des coûts démesurés, mais c'est parfois il y a une nécessité de financement de différents acteurs. Et là, il y a encore un sujet qui est comment est-ce qu'on finance cet accompagnement, comment est-ce qu'on aide la structure à être elle-même en capacité de se consolider, et comment est-ce qu'on finance tout ça. Donc on revient sur des sujets qui sont pas simples. On a des sujets d'articulation, on a des sujets de comment on finance l'accompagnement, comment est-ce qu'on rend lisible tout ce qui est fait. Tout ça, c'est des sujets importants qui sont pourtant au cœur du comment aider les projets d'innovation à se développer et à se consolider. Excusez-moi. Justement, là, je me permets de réagir par rapport à la question du financement de l'accompagnement. Donc, tout à l'heure, j'évoquais bien sûr certaines limites de nos institutions. Au-delà des limites, nous avons actuellement amorcé un virage, une réflexion justement pour essayer d'apporter un commencement de réponse justement, alors au travers on va dire de tendances nouvelles sur la façon qu'on va avoir de fonctionner. Et justement sur cette question du financement de l'accompagnement, au niveau de la Fondation, un des nouveaux chantiers, c'est de renforcer et même on va dire de créer à notre niveau et puis ensuite de renforcer la synergie et la coopération entre les acteurs de terrain et le secteur de la recherche en sciences humaines et sociales.
Donc ça, c'est maintenant en route. Donc là, il peut y avoir justement des compétences nouvelles qui sont apportées en direction du terrain, dans une logique aussi d'échange, c'est-à-dire que ce n'est pas, évidemment pas la recherche qui s'impose avec toute sa science, mais c'est vraiment l'idée d'un échange, à nouveau, d'un dialogue. Et ça peut se traduire très concrètement par alors encore des appels à projets, mais en tous les cas sous cette nouvelle forme, qui consiste à associer à la fois un financement pour l'expérimentation et aussi pour tout ce qui est évaluation, mesure d'impact et construction du projet. Donc il y aurait comme ça une mise en lien et un financement et une mise en lien entre chercheurs et acteurs de terrain. Et juste, je rajouterais aussi sur ces nouvelles tendances, il y a la volonté de renforcer notre activité de réseau, aussi dans cette logique de lien entre acteurs de terrain et chercheurs, et aussi peut-être un élargissement à des métiers nouveaux qui en gérontologie sont pas nécessairement, ne viennent pas forcément tout de suite à l'esprit. Alors un peu comme Madame Sipo, justement, j'ai aussi découvert un peu le DLA récemment. C'est vrai qu'on est un petit peu dans nos mondes à nous, dans nos écosystèmes à nous. Et là, quand je parle de métiers nouveaux pour nous, bien ça va être par exemple interpeller et mobiliser des paysagistes, des designers, ça peut être des communicants, des pédagogues. Voilà, autant de métiers qui peuvent avoir un rôle et de compétences qui peuvent avoir un rôle stratégique aussi dans des projets alors là, liés à la gérontologie et à Alzheimer. Voilà. Merci. Avant de passer au financement des projets, voilà. Peut-être une dernière question. Pour rebondir, nous en moyenne, on accompagne environ 40-50 projets par an et on les retrouve entre 3 et 5 ans après. Voilà. C'est-à-dire que c'est le temps de la phase du développement. Et quand on a passé une étape, eh bien, c'est le moment où on se re-questionne et effectivement, on repart sur de nouveaux cycles d'accompagnement. Ouais, je remarque c'est le DLA, en tout cas, on est souvent à aider les structures à passer des caps. Donc il y a les caps qui se traduisent parfois par des crises, ça peut être les crises d'adolescence, les caps et ça va dépendre des structures. C'est vrai, autour de 5 ans, c'est souvent quand une structure va définir une stratégie à 5 ans, 5 ans après, il faut redéfinir un nouveau cap. Mais ça va dépendre un peu de chaque structure. Chacune va avoir un cycle où il y a besoin d'être accompagné. Sachant que ce qui est important, je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas l'accompagnateur qui est le maître à bord, c'est bien la structure qui reste maître à bord, et ce n'est pas l'accompagnateur qui lui dit où aller, quoi. L'accompagnateur aide la structure à aller où elle a envie et elle peut aller. Bien, merci. Je vous propose de passer aux autres tables rondes. Merci à vous.